Et si la plus grande menace à l'ordre mondial ne venait ni de Pékin, ni de Moscou, ni de Washington, mais d'un pays jusqu'ici relégué à l'arrière-plan? Imaginez, le Burkina Faso, ce modeste État enclavé d'Afrique de l'Ouest, longtemps associé à la pauvreté et à l'oubli, devient soudain le foyer d'un débat mondial sur la souveraineté. Pas de gisement pétrolier découvert, pas de triomphe militaire, juste une question posée avec force: qui décide vraiment des priorités africaines? Qui détient le droit d'écrire les règles du jeu? Pour la première fois depuis l'indépendance, l'attention ne converge plus vers Paris ou Londres, mais vers Ouagadougou. Au centre de cette onde de choc, un nom s'impose: le capitaine Ibrahim Traoré. Pour certains, il incarne l'espoir d'un continent qui ose refuser la soumission, qui revendique ses propres intérêts. Pour d'autres, il sème l'inquiétude, et si l'ordre établi vacillait, remis en cause par ce pays que l'on croyait condamné à l'effacement. Ce qui distingue le Burkina Faso, ce n'est ni la puissance de ses armes, ni celle de son économie. C'est l'audace d'un discours fondé sur la dignité, énoncé là où, hier encore, l'on subissait les tutelles extérieures comme une fatalité. Ce moment est décisif. Ignorer ce basculement, c'est choisir l'aveuglement, refuser de voir le subtil déplacement des rapports de force et s'exposer à perdre toute capacité d'anticipation. Car la véritable révolution ne se mesure plus en divisions blindées ou en milliards de contrats. Elle s'incarne dans la force d'un pays naguère invisible à poser la question que beaucoup redoutaient. Mais comment un État aussi fragile a-t-il pu briser les chaînes d'une dépendance que l'on croyait inaltérable? Pour comprendre ce séisme silencieux, il faut revenir à l'origine du choc. Tout commence par un acte presque anodin en apparence, mais porteur d'une rupture profonde. Pendant de longues années, la sécurité du Sahel a été gérée depuis l'extérieur. Mais à force de confier les clés à d'autres, quels résultats tangibles a-t-on récoltés? Au Burkina Faso, comme partout dans la région, l'État paraissait prisonnier d'une dépendance chronique. Les décisions majeures étaient bien dictées par des partenaires étrangers: aide internationale, mission de sécurité, projet de développement. La souveraineté, vidée de sa substance, se réduisait à une gestion à distance où chaque crise exigeait une solution importée. Pourtant, malgré la présence croissante de troupes étrangères, la multiplication des programmes antiterroristes et l'injection de milliards en sécurité, la situation sur le terrain n'a cessé de se dégrader. Les villages se sont vidés, les routes autrefois animées sont devenues synonymes de danger, la peur s'est immiscée partout. La confiance entre l'État et la population s'est fissurée, lentement mais sûrement. La stabilité tant promise par ces alliances internationales n'a jamais vu le jour. Année après année, les Burkinabés ont vu leurs espoirs s'envoler. Un sentiment de trahison s'est enraciné. L'aide extérieure, autrefois perçue comme une planche de salut, s'est muée en désillusion amère à mesure que l'insécurité gagnait du terrain. Ce constat n'est pas isolé à ce pays. Le Mali, le Niger et même la Centrafrique ont connu des scénarios similaires. Une dépendance à des troupes étrangères, une incapacité à garantir une stabilité durable, une défiance croissante envers les partenaires occidentaux. On peut par exemple évoquer la France avec l'opération Barkhane, censée sécuriser la région. Après près de 10 années d'opération, la situation n'a pas changé fondamentalement. C'est dans ce climat d'impuissance et de dépendance institutionnalisée qu'émerge le capitaine Ibrahim Traoré. Son discours tranche avec la langue de bois habituelle. Il dénonce un système façonné pour des intérêts extérieurs, incapable d'apporter des réponses pertinentes aux réalités du pays. Pour lui, ce modèle dominant ne servait ni la survie, ni la dignité, ni l'autodétermination des Burkinabés. Comprendre ce contexte va bien au-delà de l'anecdote. C'est la clé pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Investir à perte dans des solutions de façade, ignorer les signes d'un modèle à bout de souffle, confondre assistance et véritable émancipation. C'est sur ce terreau de frustration et de rupture que Traoré propose une alternative radicale. Passer d'une souveraineté théorique à une souveraineté concrète, pensée et portée par les Burkinabés eux-mêmes. Mais cette promesse de rupture n'est pas qu'un slogan. Elle s'incarne dans des choix et des actes qui vont bouleverser l'équilibre régional. Refuser la dépendance n'est pas choisir la solitude. C'est oser redéfinir les alliances, et ce choix-là fait vaciller tout un système jusque-là immuable. Sous l'impulsion du capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso ne suit plus un chemin tout tracé. Chaque partenariat se pèse désormais sur la balance de l'intérêt national. Il ne s'agit pas d'un rejet idéologique, mais d'une volonté de ne plus être lié à un seul bloc, qu'il soit occidental ou autre. Ce refus de la subordination survient dans un contexte de tension extrême.
Insécurité, crise humanitaire, instabilité à la frontière. C'est précisément l'urgence qui donne à ces choix une portée inédite. Le Burkina Faso avance sous la pression, ce qui confère à sa démarche une force et une authenticité remarquées sur tout le continent. Il ne s'agit pas d'un appel à rompre ou à rejeter l'Occident. Le message est en clair, la coopération oui, la soumission non. L'enjeu n'est pas de fermer les portes, mais de les multiplier, de pousser chaque partenaire à faire ses preuves, loin des vieux réflexes hérités de la colonisation ou de la guerre froide. Dans les capitales africaines, on observe en silence. Certains États redoutent la contagion de ce modèle, d'autres y voient dans la promesse d'une émancipation à portée de main. Partout grandit l'exigence de reprendre le contrôle, d'agir par soi-même. La neutralité devient un luxe difficile à défendre. Rester passif face à cette vague, c'est risquer de perdre toute pertinence, voire même sa légitimité, alors que l'autonomie devient un nouvel étendard politique. Pour les partenaires extérieurs, la donne bascule. Quand l'effet de levier s'érode, il faut réinventer les mécanismes de coopération, parfois abandonner des positions acquises depuis des décennies. La politique de la carotte et du bâton ne s'applique plus sans condition. Désormais, la souveraineté se mesure aux résultats concrets, pas aux discours. Le Burkina Faso est sous surveillance. Sa réussite ou son échec pourrait remodeler l'équilibre des forces bien au-delà de ses frontières. Adopter ou refuser ce nouveau paradigme, c'est faire un pari risqué. Certains misent leur influence régionale, d'autres redoutent l'instabilité si l'expérience burkinabé venait à échouer. La question reste entière. Jusqu'où ce modèle peut-il tenir face aux défis multiples qui assaillent le pays ? C'est dans la résistance quotidienne que se joue la suite. Autonomie ou chaos, l'Afrique est à la croisée des chemins entre espoir fébrile et menace d'autoritarisme. L'issue demeure incertaine, mais chaque choix fait peser de lourds enjeux sur le futur du continent. Aujourd'hui, 3 scénarios majeurs se dessinent. Premier chemin, le pari de la réussite. Ici, la souveraineté cesse d'être un simple slogan et devient réalité vécue. Les institutions nationales se renforcent, la sécurité revient. Les populations goûtent l'amélioration du quotidien et la confiance collective s'enracine. Cet élan pourrait déclencher un effet domino. D'autres pays s'enhardissent, rêvent d'autonomie et une nouvelle dynamique africaine naît, portée par la conviction que le changement est possible. Mais ce succès reste fragile. Il dépend de la capacité des dirigeants à convertir leurs promesses en résultats tangibles. La patience des sociétés n'est pas infinie. Elle se nourrit d'avancées visibles et de mieux-être. Si les attentes sont trahies, le second scénario s'impose, celui de l'échec. L'autonomie se délite, la dépendance revient, présentée comme le seul rempart contre le désordre. Le statu quo reprend le dessus, renforçant le discours de ceux qui prônent le retour aux anciennes influences. Un troisième chemin, plus insidieux, guette aussi, l'entre-deux. L'efficacité sécuritaire s'affiche, mais au prix d'une centralisation du pouvoir et d'institutions affaiblies. Cette stabilité de surface masque une dérive autoritaire. Le risque, voir le remède devenir aussi nocif que le mal. Dans cette zone grise, ni autonomie ni dépendance n'emportent la partie. La démocratie s'étiole, la société doute du prix à payer pour la sécurité. Pour illustrer ces scénarios, regardons l'histoire. La Tunisie, après le printemps arabe, par exemple, a connu un espoir de renouveau, puis une forme de stagnation, oscillant entre rêve démocratique et retour de l'autoritarisme. De même, la Côte d'Ivoire, après la crise de 2010, a tenté de bâtir une souveraineté retrouvée, au prix de compromis parfois douloureux. Quelle que soit la trajectoire, cette transformation force tous les acteurs, africains comme étrangers, à revoir leur posture. Les anciennes recettes s'épuisent. La négociation devient la nouvelle règle. La légitimité ne se proclame plus. Elle se mesure au résultat, à l'impact sur la vie réelle. Les idéologies et modèles importés s'effacent devant l'exigence de solutions adaptées. Même en cas de recul, la question de l'autonomie ne pourra plus être évacuée. Elle est désormais au cœur du débat africain, traversant frontières et générations. La souveraineté devient une ligne de fracture incontournable, touchant à la dignité et à la projection de l'Afrique dans le monde. C'est ici que se cristallise le vrai risque. La réussite ouvrirait la voie à un modèle africain inédit, source d'inspiration au-delà des frontières. L'échec, à l'inverse, renforcerait la croyance fatale que l'Afrique ne peut avancer que sous tutelle. De chaque scénario dépendra le visage du continent, ses priorités et sa place sur la scène mondiale. Mais ce moment charnière révèle aussi des fractures profondes, autant internes qu'externes. Pour comprendre ce basculement, il faut revenir à la manière dont tout a commencé.
Quand la souveraineté devient la boussole, les anciennes recettes se révèlent vite insuffisantes. Un nouvel ordre s'installe, obligeant chacun à reconfigurer ses repères. S'en tenir au paradigme du passé, c'est ignorer une vague de fond qui bouleverse déjà les équilibres africains et internationaux. Pour les observateurs, comprendre ces transformations n'est plus un luxe, mais une condition de survie intellectuelle. Saisir la nouvelle grammaire de la souveraineté, c'est anticiper les prochains pôles d'influence, éviter des angles morts qui coûtent cher en stratégie. Celui qui continue de regarder l'Afrique à travers le prisme de l'aide ou de la tutelle risque de se tromper lourdement sur la trajectoire du continent. Côté acteurs économiques et politiques, l'attentisme n'a plus sa place. Diversifier ses partenariats, refuser la dépendance chronique, évaluer chaque alliance avec lucidité. Telle est la nouvelle feuille de route. Ce qui pesait hier, fidélités héritées, alignement automatique, importe désormais moins que l'adaptabilité, la mobilité, la cohérence des résultats. Les stratégies figées ou trop alignées sur un seul bloc sont vouées à l'obsolescence. La mémoire historique s'impose à nouveau. Les alliances ne se jugent plus à la rhétorique mais à la légitimité concrète. Qui a tenu ses promesses, qui a livré des réalisations tangibles, qui demeurent crédibles sur la durée. Les peuples africains, comme leurs dirigeants, se méfiant des discours vides. Sur le terrain, seuls comptent les engagements tenus. Ignorer cette montée de l'exigence d'autonomie, c'est accepter de voir s'éroder sa pertinence. De nombreux acteurs extérieurs, englués dans le confort d'anciennes habitudes, pourraient être rapidement marginalisés dans la grande recomposition mondiale. L'Afrique n'attend plus les injonctions. Elle fixe ses priorités, impose son tempo. Ceux qui s'adaptent trop lentement risquent purement et simplement d'être relégués au second plan. Prenons le Maroc comme illustration frappante. En s'affirmant comme investisseur majeur sur le continent, il démontre qu'une influence panafricaine durable s'appuie sur des engagements concrets, une vision endogène, une capacité à inspirer et à rassembler. Le Maroc prouve que l'influence ne vient plus exclusivement du nord ou de l'ouest, mais peut s'ancrer solidement au cœur du continent. S'adapter, c'est renforcer sa position et oser le pari d'un monde en mutation. Rester arrimé à l'ancien ordre, c'est choisir de devenir spectateur. À chacun de décider dans quel camp il veut se situer. Mais au-delà des lignes de force régionales, un pays cristallise ce basculement, le Burkina Faso. Comment le capitaine Traoré a-t-il inversé les codes du pouvoir africain ? Pour répondre, il faut revenir sur des exemples historiques. Dans les années 60, le Ghana de Kwame Nkrumah avait tenté d'imposer l'idée d'un panafricanisme économique, mais les pressions extérieures, les coups d'État et le manque de soutien régional avaient net et limité la portée de son projet. Plus récemment, l'Éthiopie sous Meles Zenawi a cherché à développer une politique de développement endogène, en misant sur ses propres ressources et une planification centralisée, non sans critique, mais avec des résultats tangibles en matière d'infrastructure et de croissance. Le Burkina Faso, aujourd'hui, s'inspire de ces héritages tout en tirant les leçons de leurs échecs. Au lieu de baser sa légitimité sur des promesses abstraites, il mise sur des actions concrètes. Par exemple, la relance de coopératives agricoles locales, la création de réseaux d'autodéfense villageois, controversés, mais perçus comme un retour du contrôle communautaire sur la sécurité, ou encore la recherche de financements africains alternatifs pour contourner les conditionnalités des bailleurs occidentaux. Sommes-nous, selon vous, à l'aube d'un tournant historique pour l'Afrique, ou assistons-nous simplement à une flambée aussi brillante que passagère ? Imaginez un instant, si cette fois l'histoire ne se décidait pas à Pékin, Moscou ou Washington, mais bien dans les rues de Ouagadougou, portée par la volonté d'un peuple et de son capitaine. Ce qui se joue ici dépasse largement le Burkina Faso, et même l'Afrique de l'Ouest. Un petit pays sans armée imposante, sans pétrole, sans ressources majeures, expose au grand jour la fragilité d'un modèle de dépendance que l'on croyait inébranlable. Justement parce qu'il ne possède aucun des leviers traditionnels, son geste surprend, venant d'une périphérie que beaucoup imaginaient condamnée à l'effacement. La souveraineté n'est soudain plus un concept lointain ou un simple slogan. Elle s'incarne dans chaque choix de sécurité, chaque priorité de développement, chaque relation diplomatique. Le Burkina Faso refuse d'accepter des alliances par défaut et pose à tout le continent une question fondamentale. Qui décide et au nom de qui ? Cette honnêteté radicale force chaque acteur, citoyen, dirigeant, partenaire étranger à clarifier sa position. Dans ce contexte, attendre n'est plus une option. S'engager dans ce débat, c'est choisir de devenir acteur plutôt que spectateur.
L'histoire avance, implacable. Ceux qui restent à l'écart verront leur influence s'éroder, leur voix se perdre, leur crédibilité s'effriter, qu'ils soient africains ou observateurs extérieurs. Ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso n'est pas une note de bas de page. C'est un test à taille réelle des nouvelles dynamiques d'influence, un appel à repenser nos conceptions de la souveraineté et à interroger qui en détient vraiment les rênes. Alors la question demeure. Sommes-nous face à une parenthèse ou à l'étincelle d'un renversement durable qui inspirera le continent? L'avenir ne sera pas décrété d'ailleurs, il se construit ici, maintenant, dans chaque choix concret. Pour ne pas rester dans l'abstrait, évoquons quelques pistes concrètes pour les sociétés africaines et leurs décideurs. Premièrement, le renforcement de l'éducation civique et de la formation des élites administratives, afin de garantir une appropriation nationale des politiques publiques. Deuxièmement, la promotion de l'économie sociale et solidaire, qui permet aux communautés de peser dans les choix de développement. Troisièmement, l'encouragement de la presse indépendante et de la société civile, éléments essentiels pour éviter les dérives autoritaires lors de la quête de souveraineté. À l'échelle internationale, il s'agit pour les partenaires de repenser leur mode d'intervention. Au lieu d'imposer des agendas, privilégier l'écoute, la co-construction de solutions, et l'investissement dans des projets réellement portés par les communautés locales. La coopération décentralisée, les échanges de savoir entre pays africains et la transparence dans la gestion des ressources peuvent devenir des leviers puissants. Enfin, pour chaque citoyen africain, le défi est aussi individuel. Se réapproprier l'histoire, questionner les récits dominants et participer activement à la vie publique, que ce soit par le vote, l'engagement associatif ou la veille citoyenne. Et vous, où vous situez-vous? Resterez-vous simple spectateur ou choisirez-vous d'affiner votre regard, de questionner vos certitudes et de prendre part à cette conversation? Car ce qui se joue aujourd'hui au Burkina Faso pourrait demain redéfinir les règles pour toute l'Afrique, et bien au-delà. Le véritable enjeu n'est pas seulement celui de la souveraineté, mais celui de la capacité des peuples à se réinventer, à imposer leurs priorités et à affirmer leur place dans un monde où chaque voix, même la plus faible en apparence, peut déclencher une onde de choc. L'histoire n'est pas figée. Elle s'écrit aujourd'hui dans les rues de Ouagadougou, mais aussi dans chaque village, chaque ville, chaque conscience prête à s'emparer de cette question fondamentale. Qui décide et pour qui? À vous de choisir, spectateur passif ou acteur engagé du changement. Le futur s'écrit maintenant et chaque décision, chaque engagement, chaque prise de parole compte. Ce qui commence comme un murmure au Burkina Faso pourrait bien devenir le cri de tout un continent.